Bonjour, vous l'aurez compris à travers ces magnifiques images, nous allons partir dans les grandes profondeurs. Allez, on retient sa respiration, 3 minutes maximum avec notre invité, l'invité des caméras de Verrier Solidaire. Aujourd'hui, c'est Stéphane Toureau, apnéiste. Il plonge en mer, en lac, dans le lac d'Annecy, là où il s'entraîne ici. Il organise également des stages d'apnée, justement. Eh bien, partons à sa découverte. Stéphane Toureau est vice-champion du monde d'apnée. Avec lui, vous allez en savoir un petit peu plus sur cette discipline. Et ma première question aura été de lui demander quand est venu le déclic d'aller dans les grandes profondeurs. Alors mon déclic, il est arrivé en mer avec mes parents en vacances en Corse. C'est un peu là où, en me mettant la tête dans l'eau, j'ai découvert un nouvel univers, un environnement bleu, translucide, et puis j'avais qu'une envie, c'était de découvrir ce qu'il y avait un petit peu en dessous. Cette curiosité d'aller toujours plus loin et d'essayer de découvrir des nouvelles choses, et en plus c'était le moyen pour moi de m'isoler et de me retrouver vraiment connecté à moi et à mon propre corps, quoi. Détaché un petit peu du milieu scolaire et de l'école. Ouais. On fait un bond en avant, à 18 ans tu pars à Nice, tu vas rencontrer l'apnéiste Guillaume Néry que tout le monde connaît. C'est une rencontre qui semblait évidente pour toi. Alors après c'est vrai qu'en profondeur, l'école qui était connue en France c'était à Nice, c'était à Villefranche-sur-Mer, et pour moi c'était une évidence d'aller les rencontrer. La première fois je rencontrais également Loïc Leferme à l'époque, et j'étais émerveillé un petit peu parce que c'était des gens que j'ai vu à travers les magazines, à travers les livres, et ça m'a conforté et confirmé dans ce que je voulais faire. M'entraîner, aller toujours un peu plus loin, et puis peut-être, pourquoi pas, un rêve serait de me professionnaliser, ce qui s'est fait quelques années plus tard. Donc après, là, tu passes des diplômes, après l'apnée se développe petit à petit, tu y participes notamment à Thonon, à Cluse et puis Annecy. Puis là, on fait un bond en 2011. Alors 2011, c'est une sacrée année, parce que tout d'abord, donc, tu t'installes à Annecy et tu fais la rencontre avec le Vérolin Serge Martineau, qui est président de la fondation Eau, Neige et Glace. Quel est ton rôle précisément dans cette fondation ? Alors j'ai été approché par Serge dans un but environnemental, de sensibilisation à l'eau, parce que j'étais un des seuls à plonger sans bouteille au fond du lac, et également avec un lien très fort entre la montagne et le lac, et puis aussi avec ma pratique en mer. Donc en fait ça a coulé de source. La rencontre avec Serge, c'était le lien entre la montagne, le lac, et moi qui suis natif des montagnes et du lac, à travers la protection de l'eau, mon frère en plus qui est très engagé au niveau environnemental par l'hydrobiologie. Donc j'étais un des seuls à plonger en apnée au fond du lac. Il y avait plein de projets à faire, dont un projet vidéo qui nous a liés, en compagnie de Kylian Jornet, Tony Estanguet, Géraldine Fachnart, qui ont été des personnes qui ont participé au projet vidéo avec Snow Globe. Ouais. Ensuite, il y a la rencontre avec Loïc, qui est ton préparateur mental. Lui, il a un rôle vraiment primordial dans ta vie, en fait, pour l'apnée. Alors c'est lui qui m'a contacté. J'étais assez étonné, et en fait, je me rendais pas compte de ce qu'était l'apnée à travers la préparation mentale. Et lui a tout de suite mis le doigt dessus en se disant mais tiens, un apnéiste dans le coin, il faut absolument que je le contacte. Parce que le lien entre l'apnée et la gestion émotionnelle est ultra importante. Et moi qui avais un gros manque de confiance en moi, beaucoup de peur, beaucoup de stress, ça a été quelque chose pour moi qui était très important au début. Ouais. Déjà pour avoir les bases, et puis pas que mental, mais aussi sur la structure d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif, chose que j'avais pas jusque-là ou à l'époque. Qu'il a fallu entièrement construire, parce qu'on n'avait pas de centre, il n'y avait pas de formation, il y avait rien, quoi. Ensuite, tu participes au championnat du monde en Grèce. Donc ça, c'est vraiment l'année 2011. Ça a été une sacrée année au final. Ouais, et puis je m'installe également sur Annecy. Voilà, c'est ça. En 2011. Ça a été une année très riche. C'était la première fois que j'ai pu réaliser un rêve. C'était rentrer en équipe de France. C'était déjà la première, on va dire, grosse étape. Et puis peut-être avec commencer à avoir une projection dans le futur d'une professionnalisation. Donc c'était pour moi une année décisive. Ouais. Après, on refait un bond en 2016, tu deviens vice-champion du monde en poids constant. Ça se passe en Turquie. Tu peux nous dire ce que veut dire poids constant ? Alors le poids constant, c'est ma discipline de prédilection, qui consiste en fait à descendre le long d'une ligne à la panne et de remonter par ses propres moyens. Donc en fait, on annonce une performance la veille ou juste avant de plonger.
et on descend le long de la ligne jusqu'à l'objectif au fond pour récupérer un témoin et le remonter à la surface et après valider la performance en surface devant les juges. Entre l'eau de mer et donc l'eau des lacs, est-ce que tu ressens une différence quand tu t'enfonces dans les profondeurs? Parce qu'on sait que c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus du tout le même objectif même. Je dirais que le lac c'est vraiment un moyen d'entraînement et de travail sur soi parce que on est dans un environnement qui est calme, il n'y a pas de courant, il y a moins de visibilité, il fait beaucoup plus froid aussi en profondeur, donc on adapte le matériel, donc forcément ça change pas mal de paramètres au niveau des sensations, mais ça me permet de m'entraîner à un très bon niveau, puisqu'on a quand même 80 mètres, un trou qui est à 80 mètres qui est au Marquisat, qui est déjà largement suffisant pour travailler tout ce qu'il faut en apnée. Est-ce que tu constates d'année en année un engouement pour cette discipline? Alors l'engouement, oui, il a toujours augmenté et encore plus depuis 10 ans. Enfin, ça fait vraiment 10 ans que l'apnée a explosé. Elle a un développement presque exponentiel en fonction de... Enfin, ça dépend de certains pays. Mais en tout cas, en France, elle a vraiment explosé. Et à tel point que les clubs associatifs ont du mal à accueillir toutes les personnes qui souhaitent venir. Donc il y a beaucoup de refus. Heureusement, l'activité se professionnalise avec des brevets d'État, des BPGEPS, qui sont en train de se développer et permet de professionnaliser, d'encadrer l'activité de manière professionnelle au bord du lac maintenant, d'abord avec Profil Plongée, bientôt aussi à Taloir avec la nouvelle structure qui est en train d'ouvrir. Donc voilà, il y a tout plein de choses qui se mettent en place, des apnéistes indépendants qui donnent des cours également, donc c'est bien. Je suis content en tout cas que l'activité puisse être proposée sur le lac et qu'elle se développe de cette manière, ouais, c'est super. 1988, c'est une grande année parce que le cinéma sort un film sur l'apnée, donc via une passion de Luc Besson, un film qui est basé sur deux amis rivaux, l'italien Enzo Maiorca et puis le français Jacques Mayol. Tu nais à peine en 88, ce film sort et dans la même année, Enzo Maiorca atteint les 101 mètres de profondeur. C'est assez marrant, il y a un parallèle extraordinaire, quoi. 88, ouais, c'est vrai, ouais. Cette descente. Ouais. Mais ouais, peut-être que c'était pas un hasard, je sais pas. Mais il y a quelque chose de fort avec ça. Ouais. J'avais tourné un documentaire justement pour les 30 ans du Grand Bleu avec un ami. Et en effet, ouais, c'était assez marrant de se dire que j'avais 30 ans, les 30 ans du film. Voilà. Pour moi, on va dire que ce qui a alimenté ma pratique en tant qu'apnéiste quand j'ai commencé à le découvrir, c'était la musique. Surtout la musique en fait qui m'a beaucoup touché du Grand Bleu, et suite à ça j'ai vu le film un peu plus tard qui m'a encore plus conforté quelque part dans cette approche un peu magique, parce que le film malgré on va dire l'histoire, puisque elle n'est pas vraiment réelle, mais en tout cas elle attire par cet aspect un peu de fantastique et puis de introspectif, ouais. Tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors, elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours. J'adore ton histoire. Quand tu plonges à des grandes profondeurs, donc on sait il y a un effet de narcose, une ivresse des profondeurs, c'est dû à un excès d'azote dans le cerveau. On se sent comment justement quand on est dans cet état-là? En fait, la narcose est à peu près le même effet quand on est à jeun et qu'on boit 3 verres d'alcool d'un coup. Sensation d'engourdissement, de coton, presque d'avoir des fourmis dans les mains, voilà. Cette sensation d'engourdissement et d'enveloppe qu'on a, on le ressent en profondeur. Passer les 80-90 mètres, et plus on va profond, plus ça s'amplifie, surtout au retour en fait, quand on doit repalmer et remonter à la surface, où là on a un effort physique à transmettre, où là on a
votre esprit est amené à partir dans tous les sens. Donc c'est à ce moment-là où la concentration permet justement de se recentrer sur son corps et de se faire absorber par toutes ses pensées. Parce qu'au final, même si dans tous les cas on remonte, parce qu'on n'a qu'une envie quand même, toucher le fond, c'est de remonter, ça permet la méditation, en tout cas l'exercice de concentration de la méditation, permet d'augmenter son niveau de concentration, quel que soit l'effet de narcose. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'avait vachement aidé sur ma capacité à être plus efficient et concentré sur l'effort que je fournissais au retour. Quels sont tes projets pour 2020 et puis pour la suite? Alors, 2020, il y avait plein de projets, mais je pense que la Terre passe en priorité, on est d'accord. C'est pas un hasard si il y a eu ce virus qui est arrivé. Je pense qu'on arrive au maximum de ce qui a pu détruire l'humain au niveau terrestre. Donc, il y a un moment donné, on a les retours. Donc, je pense que c'est déjà d'apprendre encore plus à peut-être changer d'habitude dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est ça la priorité ces prochains mois. Je devais plonger pour la plus grosse compétition de l'année au Vertical Blue fin juin, mais sera peut-être reporté au mois de novembre. Les championnats du monde sont en stand-by ou en point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas s'ils vont avoir lieu. Donc en tout cas, je dirais focaliser sur mon entraînement et ma préparation foncière et améliorer encore, aller encore plus loin dans l'autosuffisance. À travers, peut-être avec ma chérie, on commence à cultiver 2-3 légumes à la maison, on diminue à fond les plastiques, on diminue notre consommation, on va peut-être diminuer également les trajets. Je vais peut-être recentrer mon entraînement beaucoup plus ici et faire un peu moins de déplacements et de voyages. Toutes ces petites étapes en fait qui vont peut-être permettre de contribuer à amener la part des choses et puis d'avoir des projets vidéo en relation avec l'environnement. Ouais. J'espère juste qu'on arrive vraiment maintenant à prendre conscience qu'il faut arrêter de se protéger à l'extérieur, parce qu'on peut mettre des masques et des gants, mais si à côté de ça au magasin on va acheter des canettes de coca, on va se gaver de sucre, on va acheter de la merde, c'est un non-sens. La première défense, c'est la nôtre, elle est à l'intérieur. Donc si on prend soin de ce qui est à l'intérieur, on n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de gants, parce que notre système immunitaire il est suffisamment fort, suffisamment costaud pour arriver à être fort face à ça. Mais là, on est arrivé à un tel niveau de pollution qu'on se retrouve confronté avec nos propres déchets. Propres déchets, voilà, tout simplement. On l'a vu notamment dans le dernier reportage que tu as fait sur Mayotte, où à un moment donné, tu nettoyais une plage avec des enfants. C'était incroyable tout ce qu'il y avait, et c'était essentiellement du plastique. Ouais, et ça, c'est juste une petite île, mais c'est partout dans le monde. C'est vraiment partout. Donc le feedback régulateur commence à arriver. Je dirais que là maintenant c'est plus un choix, c'est plus une option, c'est imposé. Donc maintenant c'est à celui qui mettra le plus d'atouts de son côté, qui fera le plus d'actions auprès de sa planète, qui arrivera en tout cas à être bien dans sa peau et à vivre pleinement le futur. Voilà des bons conseils. Un grand merci Stéphane d'avoir pu te libérer pendant ton entraînement confinement, on va appeler ça le confisport, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Et puis on a hâte bien sûr de te retrouver pour des cours et puis pour d'autres records. Merci à toi. Plaisir, merci. C'est promis, d'autres découvertes sont encore à découvrir ici sur le canal Verrier Solidaire. Restez bien avec nous. On s'approche tout doucement mais sûrement de la date fatidique du 11 mai. Rassurez-vous, on sera avec vous jusqu'à cette date et bien plus encore. À très vite, restez chez vous et on s'occupe de tout. Quand j'ai mis la tête sous l'eau, c'est vraiment le ouf. C'est pas une question de froid, c'est vraiment cette couleur bleu mer, vraiment translucide.